direct de Santexpo sur le plateau de la French Care, BPI France. Nous allons continuer à s'interroger sur le système de santé de demain, parce qu'une fois les innovations en santé créées, financées, eh bien, il faut les intégrer au sein des CHU et des établissements de santé. Et cette intégration, eh bien, elle ne va pas forcément de soi. C'est ce que nous allons voir avec nos invités ici sur le plateau. Emmanuel Bilbaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Pozos. Et Dorothée Moisy-Guarin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'innovation chez Elsan. Alors, Dorothée Moisy-Guarin, dans quel contexte est-ce que vous travaillez? Quel est finalement, pour faire un état des lieux aujourd'hui de l'hôpital, des établissements de santé, quelle est la situation dans laquelle ensuite on va voir comment intégrer ces solutions d'innovation? Alors je vais sans doute enfoncer une porte ouverte, mais c'est sûr qu'aujourd'hui l'hôpital est en pleine transformation. D'une part parce qu'il est en train d'essuyer une succession de crises, la crise Covid, la pénurie de soignants, maintenant tout ce qui est crise inflationnaire, ce qui met beaucoup de contraintes sur l'hôpital, sur ses équipes, sur ses budgets. Et la deuxième chose, c'est que les prises en charge ont profondément été modifiées ces dernières années, avec un patient qui veut passer de moins en moins de temps à l'hôpital. Et donc finalement des prises en charge qui se transforment et une porosité ville-hôpital qui est de plus en plus forte. Et donc, on doit avoir des innovations qui permettent de soutenir ces modifications organisationnelles avec de l'innovation technologique, voire de l'innovation réglementaire, financement, etc. Voilà. Quand vous parlez de porosité ville-hôpital, en fait, c'est le parcours de soins du patient qui ne se fait pas que à l'hôpital maintenant, qui va se faire à domicile ou qui va se faire avec d'autres spécialistes de santé. C'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. On a une prise en charge qui est de plus en plus ambulatoire, c'est-à-dire que le patient va venir à l'hôpital et dans la journée, il ne reste pas dormir, il va rentrer chez lui. Ça, c'est un premier cas d'exemple. Et donc, évidemment, tous les soins qu'il avait à l'hôpital, il va les avoir à son domicile. Mais on a aussi des prises en charge hors les murs. C'est l'exemple de l'hospitalisation à domicile où derrière, les professionnels de santé vont apporter une prise en charge de qualité hospitalière, mais au domicile du patient. Donc on voit bien cette transformation à la fois organisationnelle et de l'offre de soins dans ce contexte. Emmanuel Bilbaud, en tant que start-up Pozos, comment est-ce que vous essayez de répondre aux problématiques que vient de soulever Dorothée Moisy-Guarin? Comment est-ce que vous essayez finalement de coller au plus près aux besoins des établissements de santé? Vous avez répondu à la question. En fait, l'enjeu d'une start-up, c'est d'être aussi agile. Encore une fois, c'est un peu une porte ouverte, mais c'est de se focaliser sur des cas d'usage qui évolue dans le temps. Typiquement, cette relation ville-hôpital est un sujet majeur. Nous, on a commencé chez Pozos à l'hôpital en aidant les soignants dans la gestion des prescriptions. Moi, je suis pharmacien et je vois la version pharmaceutique. C'est très complexe en fait de prescrire. Il faut choisir les bons médicaments qui vont bien entre eux. Et quand on a un patient qui a des fois 10, 15 médicaments, ça devient extrêmement compliqué. On a eu le cas en début de semaine d'un patient avec 48 traitements où les médecins devaient reprendre 48 traitements. Vous imaginez les interactions entre les traitements. Et puis quand on a 48 traitements, on a un nombre de pathologies longues également. Ces pathologies-là ont des impacts sur les traitements qu'on prend, ont des impacts sur la fonction rénale, la fonction hépatique, qui elle-même va avoir un impact sur le médicament. C'est extrêmement compliqué de prescrire. C'est notre sujet chez Pozos, qui était un sujet très hospitalier. Maintenant, le patient, en effet, il va être suivi en hospitalisation à domicile. Ce ne sont plus les mêmes soignants, il y a des informations à partager. Il va être suivi aussi par son pharmacien d'officine, où là aussi il y a une transformation, des nouvelles missions des pharmaciens qui prescrivent, font des entretiens pharmaceutiques, des bilans médicamenteux. Le but pour nous, ce n'est pas d'essayer de se focaliser sur un outil technologique, mais c'est plutôt de répondre à ces problèmes sur la prescription, aussi bien en pharmacie d'officine, où Pozos lance une offre d'ailleurs la semaine prochaine pour aider les pharmaciens à faire ce bilan de médication, à l'hôpital, comme on faisait déjà sur les médecins, les pharmaciens, en HAD, et faire en sorte que ces données qu'on va collecter, les analyses qu'on va réaliser, vont être partagées entre les différents soignants, parce que c'est ça qui répondra justement à la problématique, par exemple, d'un groupe comme Elsan ou des mondes hospitaliers en général. Donc c'est réussir à comprendre les cas d'usage qui évoluent, adapter la solution, en se focalisant sur son métier à soi et pas essayer de faire tout à la fois, ce qui est souvent le piège pour les startups en santé. Dorothée Moisy-Guarin, quand on est face à une proposition sur l'amélioration de la prescription, comme vient de le décrire Emmanuel Bilbaud, quelle est la réaction en fait? Comment on fait? Est-ce qu'on se dit ça répond à un besoin et je vais l'intégrer dans un de mes établissements, ou bien est-ce qu'on cherche à avoir une vision plus globale? Comment est-ce que finalement, quel est le comportement dans les établissements de santé face à une proposition d'une solution comme ça en santé numérique par exemple?
Eh bien, la première approche, déjà, c'est pas de repartir de la solution, mais c'est vraiment de repartir de la compréhension du besoin. Et donc, c'est ce qu'Emmanuel évoquait. Vraiment, il faut repartir du besoin parce que la solution, elle ne va pas forcément être technologique, elle va pouvoir être organisationnelle, etc. Et donc, nous, on discute beaucoup avec nos soignants en leur disant que voilà, la technologie, elle est bien, mais elle n'est pas magique. Donc, il faut vraiment réfléchir à chaque fois en repartant du besoin et réfléchir à une solution qui va être globale. C'est-à-dire, on ne va pas essayer de venir mettre un petit patch à un endroit. Il faut qu'on réponde à la problématique en prenant en compte toutes les parties prenantes. C'est vraiment très important que chacun puisse s'exprimer sur le sujet pour qu'on puisse avoir la meilleure réponse. Et le deuxième point que vous évoquez, qui est hyper important, c'est que l'innovation, nous, on la pense comme quelque chose qui va venir transformer le système de santé. Et donc, ça doit être quelque chose qui doit être réplicable, qui doit pouvoir avoir un passage à l'échelle. La force d'un groupe comme Elsan, c'est justement de réfléchir global et de réfléchir au nom de 137 établissements et pas au nom d'un seul établissement. Et donc ça, c'est très important dès le début, dans la qualification du besoin et dans la solution qui est proposée par la start-up, de réfléchir à ces besoins-là. Donc nous, à la direction de l'innovation, on accompagne ces start-up-là, on envoie 2 à 3 par semaine. Et justement, on fait de la pédagogie par rapport à ça, par rapport à quels sont nos besoins, comment fonctionne le système hospitalier privé en particulier, et quels sont les éléments de réponse qu'ils doivent apporter, les éléments de preuve également, pour convaincre les hôpitaux de se doter d'outils innovants. Alors, c'est donc très clair. Effectivement, on repart du besoin et puis c'est une solution qui doit couvrir un ensemble, un groupement d'établissements et pas simplement un seul. Vous qui avez été dans cette situation avec Pozos, comment vous seriez face à une start-up? Quels conseils vous lui donneriez pour dire, voilà, pour intégrer ta solution numérique en santé dans un établissement de santé, dans un CHU, quelle est la marche à suivre? Quel est le conseil que vous leur donneriez? Je prends le premier conseil, c'est d'être patient. Parce qu'il y a un dialogue qui se construit en fait. Il y a une relation qui se crée avec les groupes. Avec Dorothée, on se connaît maintenant depuis 2 ou 3 ans je dirais, où on a réfléchi à ces cas, à ces besoins clients, les a validés. Et en fait, il faut se dire que ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps qui permet de créer du lien, de mieux comprendre comment le produit doit évoluer. Typiquement, le groupe Elsan a une influence forte sur le produit Pozos, à force de faire ces échanges-là, pour qu'on arrive à bien cibler la proposition. Et puis, il y a un enjeu aussi, c'est qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur les soignants ou l'établissement, parce que l'écosystème est plus compliqué que ça. Typiquement, un exemple évident pour nous, c'est que les établissements sont équipés par un ou plusieurs logiciels médicaux, fameux DPI pour les établissements. Travailler ensemble, l'établissement et la start-up sur un projet sans mettre l'éditeur dans la boucle, c'est une perte de temps. Parce qu'en fait, c'est l'éditeur à la fin qui va déployer la solution lorsqu'elle doit être intégrée. Donc ce qu'on a fait, je pense assez bien, grâce à Elsan et puis à l'équipe innovation qui a, comme tu disais, vu 2-3 startups par semaine, donc à force, a compris aussi comment ça allait fonctionner, c'est de rapidement travailler en équipe, en trio, l'éditeur, l'établissement, la startup, pour être sûr que tout soit bien intégré dans le parcours et pas quelque chose qui soit fait un peu en stand-alone et qui soit finalement pas utilisé. Parce qu'à la fin, si c'est pas utilisé, en fait, c'est un échec pour tout le monde. En quoi l'éditeur de logiciels a un rôle central en fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette problématique si vous le souhaitez? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système d'information hospitalier, en particulier 2 logiciels cœur que sont la gestion administrative et la gestion médicale, le dossier patient informatisé, c'est vraiment les outils de travail des soignants. Et c'est l'outil qui va être le centre de coordination de toutes les données du patient et toute son information autour du soin. Et donc, à partir du moment où on a d'autres logiciels, évidemment des startups qui sont très innovantes, qui viennent apporter des services additionnels, notamment en termes de collecte de données, d'analyse de données, etc., elles doivent vraiment s'articuler par rapport à ces logiciels-là, parce que le soignant, lui, son point d'entrée, c'est le dossier patient. Et là où il doit retrouver toutes les données, même d'un point de vue réglementaire, c'est le dossier patient informatisé. Donc quand on a une solution qui conseille sur la prescription, quand on a une solution qui aide à collecter des traitements personnels, tout ça, c'est pour finalement servir au mieux le soignant dans le DPI. Et en même temps, j'entends ces logiciels, ces éditeurs de logiciels, ces logiciels peuvent avoir une certaine ancienneté. Est-ce que finalement ils sont un frein aussi à l'intégration de solutions technologiques dans les établissements de santé?
Alors moi, je vais parler juste sur l'angle partenarial. Nous, on a un certain nombre de partenariats avec des éditeurs de dossiers patients. Donc moi, je vois vraiment ça sous l'angle partenarial. C'est aussi des éditeurs qui vont nous aider à prioriser les sujets. Eux-mêmes ne peuvent pas tout faire. Et donc, ils vont nous aider aussi à choisir quels sont les projets qui ont vraiment de la pertinence et qui ont le plus de succès après, derrière, d'aboutir à des usages et à de l'impact. Sur le plan technique, je suis un peu moins compétente. Peut-être Emmanuel Bilbao, alors sur ce plan technique précisément, effectivement, parce que ça ne doit pas être évident d'harmoniser tous ces... Finalement, il y a une problématique de flux de données aussi. Comment on fait pour que tout le monde s'entende, c'est ça ? Bon, ça se règle toujours. Je pense qu'une fois qu'on se met d'accord et qu'on se tape dans la main, les choses se font. Je pense que l'enjeu, et tu l'as bien résumé, l'éditeur a aussi une roadmap très longue, il a plein de demandes tout le temps, donc il va prioriser lui-même. Mais ce qu'il va prioriser, c'est des cas d'usage ou des solutions que lui-même va pouvoir déployer dans tous ses hôpitaux, tous ses établissements. Faire un projet pour un établissement, ça ne va pas l'intéresser, parce que ce sera du temps, ce sera de l'énergie qu'il va faire aux dépens d'un autre projet. Donc c'est aussi une forme de validation qu'un éditeur vous intègre, parce qu'il sait qu'il va pouvoir garantir son usage par tout son parc installé. Donc c'est un trio, encore une fois, c'est pas un frein, c'est un partenaire, et pour nous c'est vraiment quelque chose d'aidant, parce qu'une start-up doit trouver son marché, un éditeur peut lui garantir aussi un marché, donc il faut réussir ce challenge-là, en tout cas quand on a besoin d'être connecté au dossier patient. C'est pour nous une phase, en tout cas chez Pozos, de construction aussi importante que la construction de l'outil. Ces partenariats-là sont indispensables. Donc, d'accord, le partenariat indispensable pour intégrer sa solution innovante. J'aimerais maintenant qu'on voit des cas concrets avec chacun d'entre vous sur la manière de favoriser ces innovations en santé. Peut-être commencer par vous chez Elsan, Dorothée Moisy-Gouarin. Vous avez choisi de créer un accélérateur de start-up, je crois, pour contribuer justement à favoriser et accélérer cette innovation. Tout à fait. On a un Living Lab qui s'appelle InnoLab chez nous. Comme je l'expliquais tout à l'heure, son rôle, c'est vraiment d'agir en veille et en identification des solutions. Donc, on voit 2 à 3 solutions innovantes par semaine. On va les expertiser avec les experts métiers qu'on a la chance d'avoir au siège, mais aussi en établissement. Ça, c'est très important. On veut toujours le trio, parce que l'innovation, elle doit être au plus proche du terrain. On a parlé d'usage, donc pour ça, il faut parler aux usagers. Et donc, on va expertiser ça avec nos experts. Si la solution est intéressante, alors on va rentrer dans une démarche d'expérimentation avec la force du groupe d'être capable d'expérimenter dans 2-3 établissements avec 2 objectifs. Le premier, c'est de vérifier que la proposition de valeur, elle se vérifie bien sur l'ensemble du processus. Une fois qu'on le teste en vie réelle, on va voir si toutes les étapes qui s'enchaînent produisent bien la valeur attendue. Ça peut être du gain de temps, du gain de qualité, de la conformité réglementaire, mais c'est qu'en mettant bout à bout qu'on va voir. Et le deuxième objectif de ces expérimentations, c'est de définir les conditions de passage à l'échelle. Ça, c'est très important. Pour qu'un projet de déploiement réussisse, il y a parfois des organisations à travailler. Un exemple type, c'est par exemple la télésurveillance. La télésurveillance, donc, c'est un outil qui permet donc à des patients de répondre à des questionnaires qui vont être transformés en alerte pour l'équipe de soins et l'équipe médicale. Quand on met un médecin tout seul derrière, le médecin, il est très occupé. Il va pouvoir prendre en charge une dizaine de patients tout seul, mais finalement pas répondre à l'ensemble du besoin de la file active. En revanche, quand on met une infirmière qui va faire le pré-filtre des alertes, là, on arrive à prendre en charge une file beaucoup plus importante, parce qu'il y a 90% des alertes qui peuvent être traitées sans le médecin. Donc c'est ça qu'on essaye de définir à chaque fois, c'est les conditions de passage à l'échelle pour que derrière, avec les startups, on puisse échanger et construire un partenariat, avant tout opérationnels et commerciaux. On en a fait une quinzaine depuis 2019 sur 35 expérimentations. Voilà, on a un taux d'attrition assez fort, mais on sélectionne vraiment les projets qu'on pense le plus susceptibles d'avoir de l'impact et de passer à l'échelle. Vous êtes passé par cet accélérateur chez Pozos, Emmanuel Bilbao. Je pense qu'il a dû être créé juste après qu'on ait commencé les échanges, donc je n'ai pas pu en bénéficier. Mais je suis complètement d'accord avec ce que Dorothée a exprimé. Et ce qu'on disait en avant aussi, le risque pour une startup, c'est de multiplier des proof of concept, des POC, sans suite derrière, en fait. Parce qu'en fait, de notre côté, que ce soit un test sur 3 médecins ou sur un groupe entier, le travail est quasiment similaire. Pas en formation déploiement, mais sur tout le reste, c'est quasiment similaire. Donc c'est un investissement de temps immense, un investissement financier immense pour quelque chose qui ne va pas rapporter d'argent ou très brièvement. Et ça fait partie des risques aussi de ce que je pense que l'État français met en place, des tiers-lieux d'expérimentation qui sont un exemple. C'est génial, ça permet aux établissements de tester des
des nouvelles solutions, mais ça met les solutions en énorme danger en fait, parce qu'elles sont financées à très court terme pour des petits périmètres. Or l'enjeu c'est d'avoir quelque chose d'industrialisable derrière. C'est exactement ce qu'expliquait Dorothée, c'est que démarrer un POC quand on sait qu'il n'y aura pas de suite ou pas de prise à l'échelle, en fait ce ne sera jamais viable pour une startup. Donc POC oui, c'est génial, mais cette vision de POC seulement s'il y a une suite, c'est essentiel, sinon en fait on tue des startups et on épuise l'innovation. Ouais. Et peut-être pour compléter ce que dit Emmanuel, c'est vrai que nous, on croit beaucoup à la valeur de l'expérimentation. Mais en fait, cette expérimentation, elle doit venir vraiment démontrer la valeur que ça a pour le système de santé. Et donc, quand bien même on le fait avec un établissement, les indicateurs, les livrables de cette expérimentation, ils doivent être vraiment choisis avec un objectif de déploiement sur l'ensemble de l'écosystème. Et souvent, c'est ça qu'il faut vraiment, sur quoi il faut être vraiment attentif. Il ne faut pas parler avec un médecin, un établissement. Il faut vraiment regarder assez large. Voilà. Et un point aussi pour répondre à la question, je pense que c'est important et c'est un peu fait partie des choses qu'on a appris au cours du temps. C'est il faut que tout le monde soit gagnant en fait dans un projet comme celui-ci. On peut faire gagner le soignant parce qu'il va réussir à travailler de manière plus agréable. Si l'établissement, ça lui augmente une charge financière sans ROI, ça ne marchera pas. Si la DSI a une complexité dans ses informations, ça ne marchera pas. Si l'éditeur n'a rien à y gagner, ça ne marchera pas. Et donc c'est hyper important dans l'équation, on se dit comment est-ce qu'on crée un cercle vertueux et une équation dans laquelle tout le monde gagne. Quand typiquement dans le cas de Pozos qui déploie dans un éditeur chez un établissement, si l'établissement résout des problèmes organisationnels, de mise en conformité, d'optimisation du temps soignant, l'établissement est gagnant. Si l'éditeur peut améliorer sa solution, la vendre non seulement à un établissement et plein de solutions, plein d'établissements, il est gagnant. Et si la startup peut trouver la rentabilité dans le projet, elle est gagnante. C'est une équation compliquée, mais s'il manque un des éléments, en fait, à la fin, ça ne marche pas. Merci pour cet exemple très concret de collaboration et comment résoudre cette fameuse équation pour intégrer les solutions d'innovation en santé dans les établissements de santé. Merci à tous les deux. Merci. Merci.